Sécurité. Mettez-moi cette mendiante dehors. Elle n'est pas invitée. C'est ce que la femme de mon fils a hurlé pendant la fête d'anniversaire de mon petit-fils. Je me suis contentée de sourire et de dire « Je suis venue avec un invité spécial qui voulait te voir. » Quand elle a vu qui se tenait derrière moi, la panique s'est peinte sur son visage. Figure-toi, mon enfant, qu'il y a des moments dans la vie où le silence pèse plus lourd que des années de cris. Des moments où l'on comprend que l'amour ne se mesure pas aux cadeaux emballés dans du papier brillant, mais à la simple présence, à la chaleur d'une main dans la sienne. J'ai mis longtemps, bien trop longtemps, à comprendre cela. J'ai laissé la peur de déranger, la peur de ne pas être à ma place me ronger, de l'intérieur me transformer en une ombre dans la vie de ceux que j'aimais le plus au monde. Mais ce jour-là, au milieu des ballons et des rires d'enfants, quelque chose en moi s'est redressé. Une vieille flamme que je croyais éteinte s'est ranimée et j'ai su que je ne pouvais plus me taire. L'histoire que je vais te raconter n'est pas une histoire de vengeance, non. Une vérité qui, une fois libérée, a tout changé. Je serrais le petit sac en papier craft contre ma poitrine. À l'intérieur, bien calé dans du papier de soie, se trouvait le cadeau d'anniversaire de Théo. Le contact du papier un peu rêche sous mes doigts me rassurait, c'était un point d'ancrage dans le tourbillon d'émotions qui m'agitait. J'avançais d'un pas lent mais déterminé sur l'allée gravillonnée qui menait à l'entrée du domaine de la Chênaie. À 66 ans, j'avais appris à m'habiller avec soin pour les événements familiaux, surtout ceux orchestrés par ma belle-fille Olivia. Ma robe bleu marine, achetée il y a 3 ans en solde aux Galeries Lafayette, était d'une propreté irréprochable, le pli du col parfaitement repassé ce matin même. Mes chaussures des ballerines confortables, dénichées dans un magasin de déstockage, avaient été cirées avec une attention presque religieuse. Je n'avais peu. Être pas beaucoup d'argent, mes fins de mois étaient souvent difficiles depuis la mort de mon mari, mais je refusais de donner l'impression que je ne faisais aucun effort, que je me laissais aller. La dignité, vois-tu, c'est parfois tout ce qu'il nous reste quand on a perdu le reste. L'hôtesse d'accueil, une jeune femme au maquillage impeccable et aux chignons stricts, me toisa de la tête aux pieds avec un jugement à peine dissimulé. Son badge indiquait « Manon ». Son sourire était aussi artificiel que ses longs cils recourbés. « Vous avez une réservation, madame ?» demanda-t-elle son intonation, laissant clairement entendre que je m'étais probablement trompée d'endroit. Sa voix était polie mais froide comme le marbre du comptoir sur lequel elle pianotait. Je sentis une bouffée de chaleur me monter aux joues, mais je la repoussai. « Je suis ici pour la fête d'anniversaire de la famille Moreau », dis-je en m'efforçant de garder ma voix stable et calme. « Pour le petit Théo. Je suis sa grand-mère. » Manon consulta sa tablette tactile, fronçant ses sourcils parfaitement épilés. Elle fit défiler l'écran une première fois, puis une seconde. « Je ne vois pas votre nom sur la liste, madame. » Mon estomac se noua. Bien sûr. Olivia ne m'avait pas mise sur la liste. C'était sa manière à elle, subtile et cruelle, de me rappeler que je n'appartenais pas à son monde. « Il doit y avoir une erreur, insistai-je, doucement. C'est le 5e anniversaire de mon petit-fils. Je ne manquerais ça pour rien au monde. » L'expression de Manon s'adoucit légèrement, mais c'était plus de la pitié que de la compréhension. Une pitié condescendante qui me piqua plus qu'une insulte franche. « Laissez-moi appeler l'organisatrice, dit-elle en portant un téléphone à son oreille. » Elle parla à voix basse, me jetant des coups d'œil furtifs, tandis que je restais là debout, me sentant de plus en plus petite, de plus en plus insignifiante. D'autres invités passaient devant moi, se dirigeant vers la grande salle de réception. Des hommes en costumes coûteux, des femmes en robes de créateur dont le prix devait représenter plusieurs mois de ma petite retraite. Leur parfum de luxe flottait dans l'air, se mêlant à l'odeur des lits qui ornaient le hall. Je me sentais comme un oiseau des champs égaré dans une volière d'oiseaux exotiques. « Vous pouvez entrer », dit finalement Manon avec un soupir qui en disait long, « mais je vous prie de vous présenter à Madame Moreau dès votre arrivée. » La salle de réception me coupa le souffle, mais pas dans le bon sens du terme. Tout ici criait l'argent, l'opulence, le « m'as-tu vu ?» D'immenses arches de ballons rouges et bleus, les couleurs de Spider-Man, le héros préféré de Théo, recouvraient les murs et le plafond.
Un photographe professionnel avec un appareil photo qui semblait valoir plus que ma vieille Twingo circulait parmi la foule, mitraillant les invités de ses flashs. Le gâteau exposé sur une table dédiée était une véritable œuvre d'art. 3 étages décorés de figurines de super-héros en pâte à sucre si détaillées qu'elles semblaient vivantes. Une création qui avait dû coûter plus cher que ce que je dépensais en nourriture en un mois entier. Je me souvins des gâteaux au yaourt que je préparais pour les anniversaires de Mathieu, mon fils, avec des bougies dépareillées et un glaçage un peu raté. Ils n'étaient pas parfaits, mais ils étaient faits avec amour. Ici, l'amour semblait avoir été remplacé par une démonstration de richesse. Je repérais Théo immédiatement. Il portait un costume de Spider-Man sur mesure, si réaliste qu'il semblait tout droit sorti d'un plateau de cinéma. Il était entouré d'enfants que je ne connaissais pas tous, vêtus de costumes tout aussi sophistiqués. Je sentis une pointe de tristesse me pincer le cœur. Quand l'avais-je vu pour la dernière fois, cela faisait plus de 2 mois peu. Être 3. Chaque fois que j'appelais pour proposer une visite, pour l'inviter à venir manger des crêpes à la maison Olivia, avait une excuse. Théo avait un cours de poney, un atelier d'éveil à l'anglais, un goûter chez un ami dont les parents étaient, je le devinais, importants. Petit à petit, elle avait tissé une toile invisible mais solide entre mon petit-fils et moi. Mamie Janine. Le visage de Théo s'illumina quand il m'aperçut. Il se détacha de son groupe d'amis et courut vers moi, les bras grands ouverts. Mon cœur se gonfla de bonheur. Je m'agenouillai pour le serrer dans mes bras, oubliant l'arthrose dans mon genou, oubliant le regard des autres invités. Il sentait le savon cher et le gel coiffant plus tout à fait le petit garçon qui jouait dans mon modeste appartement et mangeait des tartines de Nutella à ma table de cuisine. Mais c'était lui mon Théo. « Joyeux anniversaire mon trésor » murmurai-je dans ses cheveux. « Tu deviens si grand. » Il se recula légèrement, ses grands yeux brillants de curiosité. « Tu m'as apporté un cadeau ?» demanda-t-il avec l'excitation pure d'un enfant de 5 ans. Je lui tendis le petit sac en papier. À l'intérieur se trouvait un train en bois que j'avais trouvé dans une brocante en Normandie lors d'une petite escapade que je m'étais offerte. Je l'avais passé des heures à nettoyer, à poncer, à repeindre. Ce n'était pas grand-chose comparé à la montagne de cadeaux de marque que je pouvais voir empilés sur une table de l'autre côté de la salle. Mais chaque coup de pinceau avait été donné avec amour. Théo sortit le train et ses yeux s'écarquillèrent. « Oh, il est trop cool! Regarde, il a des vraies roues !» Il commença à le faire rouler sur le parquet lustré, imitant le bruit du train, complètement absorbé par ce jouet simple, alors qu'il était entouré de centaines d'euros de jouets, gadgets électroniques et de vêtements de marque. Un petit garçon, au fond, n'a pas besoin de grand-chose pour être heureux. Juste d'un peu d'imagination et de beaucoup d'amour. Ce moment de grâce fut de courte durée. « Théo, mon chéri, viens montrer tes autres cadeaux à tes amis. » Une voix douce comme du miel, mais tranchante comme du verre pilé, me glaça le sang. Olivia s'approcha de nous, se déplaçant avec l'assurance d'une reine dans sa cour. Ses cheveux blonds, coiffés en ondulations parfaites, avaient dû demander des heures de travail. Sa robe était griffée, ses bijoux scintillaient sous les lumières, et son sourire était une arme de précision. Tout en elle respirait la richesse et le statut social, 2 choses que je n'avais jamais pu offrir à mon fils après la mort de son père. Mathieu n'avait que 12 ans quand une crise cardiaque nous avait arraché son papa. J'avais dû me battre cumuler 2 emplois pour que nous ne manquions de rien pour qu'il puisse faire des études. J'avais tout sacrifié pour lui. Et il avait rencontré Olivia. « Maman, regarde ce que mamie Janine m'a donné. » Théo brandit fièrement son train en bois. Le sourire d'Olivia vacilla une fraction de seconde en voyant le jouet modeste, puis se remit en place plus éclatant que jamais. « Comme c'est charmant, dit-elle d'un ton qui se voulait enjoué mais qui sonnait faux. Pourquoi n'irais-tu pas jouer avec Jacob et Emma ? Ils t'attendent près du château gonflable. » Théo s'enfuit en courant ses rangs, toujours son train contre lui, me laissant seule face à ma belle-fille, cette femme qui depuis 3 ans s'appliquait méthodiquement à m'effacer de la vie de ma famille. « Janine, dit-elle sans même prendre la peine de cacher la froideur dans sa voix. « Quelle surprise de vous voir ici. C'est l'anniversaire de mon petit-fils, répondis-je, luttant pour que ma voix reste calme. Évidemment que je suis là. Eh bien, c'est justement ça le problème, dit Olivia en penchant la tête avec une fausse compassion. C'est une réunion plutôt intime, vous comprenez. La famille proche et les amis très proches.
Je balayais la salle du regard. Il devait y avoir au moins 60 personnes dont la plupart m'étaient totalement inconnues. Je suis la famille proche. Je suis la grand-mère de Théo. Son rire fut bref et sec, comme le bruit d'une coupe de cristal qui se brise. Oh, Janine, vous savez très bien ce que je veux dire. Nous évoluons dans un cercle social différent maintenant. Les gens ont certaines attentes. Avant que je puisse lui demander ce que cela était censé signifier, j'entendis la voix de mon fils derrière moi. « Maman, je ne savais pas que tu venais. » Je me retournai et mon cœur se brisa un peu plus. Ce n'était pas le garçon que j'avais élevé en cumulant un travail de caissière le jour et de femme de ménage le soir. Ce n'était pas le jeune homme qui m'appelait tous les jours et m'apportait des pivoines pour la fête des mères. C'était un étranger vêtu d'un costume cher qui me regardait comme si j'étais une source d'embarras. « Je n'aurais manqué l'anniversaire de Théo pour rien au monde, » dis-je simplement. Mathieu jeta un regard nerveux à Olivia, qui se rapprocha de lui et posa une main sur son bras. Un geste qui se voulait tendre, mais que je perçus comme possessif, comme une laisse invisible. « Eh bien, tu aurais probablement dû appeler avant, » dit-il sans croiser mon regard. Olivia a mis beaucoup d'énergie dans l'organisation de cette fête. « J'en suis sûre, » dis-je en regardant à nouveau les décorations extravagantes. « Combien a coûté tout ça ?»« Maman, » dit Mathieu. Et sa voix contenait un avertissement. « Je demande juste. Théo a 5 ans. A-t-il vraiment besoin de tout ça ?» Olivia fit un pas en avant, sa voix s'élevant juste assez pour que les invités les plus proches puissent l'entendre. « Je pense que ce qui est important, c'est d'offrir à nos enfants le meilleur de ce que nous pouvons leur donner. Certaines personnes croient au sacrifice que l'on fait pour sa famille. » L'insinuation était claire, limpide. J'étais l'égoïste, la grand-mère, qui n'aimait pas assez son petit-fils pour lui offrir des fêtes somptueuses et des vêtements de marque. Mathieu continua-t-elle. « Pourquoi ne montrerais-tu pas à ta mère la table des desserts ? Je dois aller voir ce que fait l'animateur. » Mais elle ne bougea pas. Elle voulait assister au spectacle, savourer sa victoire. Mon fils se racla la gorge, visiblement mal à l'aise. « Maman peut. Être que ce serait mieux si tu ne restais pas trop longtemps. »« Ce n'est vraiment pas. »« Pas quoi ?» demandai-je. Il chercha ses mots et je pouvais voir l'influence d'Olivia dans son hésitation, dans sa lâcheté. C'est juste que ces gens, ils sont importants pour ma carrière. Le père d'Olivia a des relations et je dois faire bonne impression. Et avoir ta mère ici nuirait à cette impression. Ce n'était pas une question, mais une constatation amère. Le silence s'étira entre nous, un silence lourd, pesant, alors que les conversations continuaient autour de nous. Je sentais les regards se tourner vers notre petit groupe. Je pouvais presque entendre les chuchotements commencer. C'est à ce moment-là qu'Olivia décida de porter le coup de grâce. Elle avait attendu ce moment. Je réalisai soudain qu'elle avait planifié cette humiliation, qu'elle l'avait orchestrée de A à Z. « Vous savez quoi ?» dit-elle élevant la voix pour qu'elle porte jusqu'aux tables voisines. « Je crois qu'il y a eu un malentendu. » Elle se tourna vers l'agent de sécurité qui se tenait près de l'entrée. « Excusez-moi, pourriez-vous nous aider avec un petit problème ?» Mon estomac se serra si fort que j'en eus la nausée. L'homme en uniforme s'approcha l'air embarrassé. Autour de nous, les conversations s'éteignirent les unes après les autres. « Cette dame semble s'être trompée de liste d'invités », annonça Olivia, sa voix projetée à travers la salle silencieuse. Elle n'est en fait pas invitée à cet événement privé. L'agent de sécurité me regarda mal à l'aise, mais il s'avança vers moi. « Madame, je vais devoir vous demander de partir. » Chaque conversation dans la salle s'était arrêtée. Chaque regard était tourné vers moi, la femme de 66 ans, qui se faisait escorter hors de la fête d'anniversaire de son propre petit-fils comme une criminelle. Je sentis la chaleur me monter aux joues, une vague de honte si intense que j'aurais voulu que le sol s'ouvre et m'avale. Ma propre belle-fille venait de m'humilier publiquement. Et mon fils, mon Mathieu, se tenait là sans rien dire, sans me défendre, sans la corriger, sans même me regarder. Il fixait un point invisible au-dessus de mon épaule, le visage fermé. Et puis quelque chose a changé en moi. Un calme étrange profond s'est installé sur mes épaules comme un châle chaud et réconfortant. J'avais été silencieuse pendant trop longtemps. J'avais accepté trop d'insultes, trouvé trop d'excuses à leur comportement. Je m'étais convaincue que préserver une paix précaire était plus important que de garder ma dignité.
J'avais tort. La paix construite sur le mensonge et le mépris n'est pas la paix, c'est une prison. Je regardais Olivia droit dans les yeux et je souris. Je vis son assurance vaciller une fraction de seconde. Mon calme la déstabilisait. En fait, dis-je ma voix portant clairement dans la salle silencieuse, avant de partir, je devrais mentionner que j'ai amené quelqu'un avec moi aujourd'hui. Je marquai une pause, observant les réactions. Un invité spécial, qui est très impatient de te rencontrer, Olivia. Son visage devint blême. De quoi parlez-vous? Il attend dehors. J'ai pensé que ce serait bien qu'il se joigne à la fête. Je fis une autre pause, savourant ce moment, ce retournement de situation. Surtout qu'il a un intérêt très personnel dans votre état actuel. Mathieu fronça les sourcils. Maman, quel invité. Tu es venue seule. Je sortis mon téléphone de mon sac à main, le brandissant lentement. Mon doigt plana au-dessus d'un contact enregistré sous un nom anodin. Quelqu'un qui meurt d'envie de te féliciter pour l'heureuse nouvelle, Olivia. Je pense que vous avez beaucoup de choses à vous raconter. Toute couleur quitta son visage. Sa main se porta instinctivement à son ventre, légèrement arrondi, à peine visible, sous sa robe savamment choisie. Elle était enceinte de 3 mois, et seule la famille très proche était censée le savoir. Qui est-ce exigea-t-elle, mais j'entendais sa voix trembler. Juste quelqu'un qui tient beaucoup à toi, dis-je d'un ton mielleux. Quelqu'un qui se demandait comment tu allais ces derniers temps. Olivia avait l'air d'être sur le point de vomir. Pour la première fois en 3 ans, j'avais le pouvoir dans cette relation. Le pouvoir de la vérité. Je ne sais pas à quel jeu vous pensez jouer, murmura-t-elle, elle, sa voix à peine un souffle. Ce n'est pas un jeu, répondis-je. C'est juste la vérité qui enfin éclate au grand jour. J'appuyais sur le bouton d'appel et portais le téléphone à mon oreille. Quand la personne à l'autre bout du fil répondit, je dis simplement « David, oui, elle est là. Tu peux entrer. » La panique dans les yeux d'Olivia était totale, absolue. Un silence de mort s'était abattu sur la salle de bal, tandis que je terminais l'appel. Olivia se tenait là, figée, le visage exsangue, tandis que Mathieu regardait alternativement sa femme et moi avec une confusion grandissante. L'agent de sécurité hésitait, ne sachant plus s'il devait toujours me faire sortir ou attendre de voir ce qui allait se passer. Le spectacle était devenu bien plus intéressant que ce pourquoi il était payé. « Qui est David ?» demanda Mathieu, sa voix tranchant dans la tension palpable. Je regardais mon fils, cet homme que j'avais élevé seul après la crise cardiaque foudroyante de son père, et je ressentis un mélange d'amour et de déception. Quand était-il devenu si docile, si prompt à laisser quelqu'un d'autre diriger sa vie, ses pensées, ses sentiments? « C'est une excellente question, dis-je calmement. Peut-être qu'Olivia aimerait y répondre. Mais Olivia semblait incapable de prononcer le moindre mot. Elle se tenait là tremblante, une main pressée contre sa gorge, l'autre reposant comme un réflexe sur son ventre. Je préparais ce moment depuis 3 semaines. 3 semaines depuis que j'avais découvert la vérité sur la vie secrète de ma belle-fille. Mais pour que tu comprennes bien comment j'en suis arrivée là, à ce point de rupture, il faut que tu saches comment Olivia, avec une patience et une méthode digne d'une araignée tissant, sa toile s'était employée à me facer de nos vies. Cela a commencé de manière insidieuse, comme toujours dans ces cas-là. Des petites remarques lancées l'air de rien sur nos origines sociales si différentes. Des commentaires sur le fait que Mathieu méritait de monter dans le monde, que certaines personnes, sous-entendues moi, étaient coincées dans de vieilles façons de penser. Le premier coup dur, le premier vrai signal d'alarme est survenu au moment de leur fiançailles. J'avais toujours imaginé que j'organiserais l'enterrement de vie de garçon de Mathieu. Pas quelque chose de tape à l'œil, non. Juste un dîner dans son restaurant italien préféré, celui où nous allions pour les grandes occasions et peu. Être un match de foot au Parc des Princes. C'est comme ça que son père et moi avions célébré avec nos amis 35 ans plus tôt. Une tradition simple, pleine de sens pour moi. Mais quand j'ai mentionné mes projets à Olivia, elle a ri. Elle a vraiment ri. Un petit rire condescendant qui m'a blessée au plus profond de moi-même. « Oh, Janine, c'est si gentil », avait-elle dit, sa voix dégoulinant de mépris poli. Mais les témoins de Mathieu s'attendent à quelque chose d'un peu plus sophistiqué. Nous avons déjà réservé un week-end à Ibiza. Nous ? Avais-je demandé surprise. Eh bien, j'ai aidé à organiser. Vous comprenez, n'est-ce pas ?
Ce sont des relations professionnelles importantes pour Mathieu. Il doit faire bonne impression. J'aurais dû me battre à ce moment-là. J'aurais dû insister sur le droit d'une mère à célébrer le mariage à venir de son fils unique. Mais j'étais fatiguée et je me suis convaincue que le compromis valait mieux que le conflit. J'ai laissé faire en ravalant ma peine. Le mariage fut pire encore. La famille d'Olivia payait pour tout ce qui signifiait qu'il contrôlait tout. J'ai eu le droit d'inviter 12 personnes. 12. Pour une célébration qui en comptait 300, j'ai été placée à une table au fond de la salle avec des cousins éloignés que je connaissais à peine. Mon discours que j'avais passé des semaines à écrire, à raturer, à réécrire avec les larmes aux yeux, a été supprimé du programme. Nous sommes en retard sur le planning. Mathé en expliquait. Pendant la réception, j'ai regardé mon fils danser avec sa nouvelle femme, entouré de la famille et des amis d'Olivia, et j'ai compris avec une clarté douloureuse que j'étais déjà en train de devenir une étrangère dans sa propre vie. Je n'étais plus qu'un accessoire un peu gênant, un vestige d'un passé qu'il fallait oublier. L'exclusion est devenue plus systématique après leur mariage. Les traditions de Noël que Mathieu et moi partagions depuis 24 ans, le réveillon chez moi avec la dinde au marron, l'ouverture des cadeaux le matin en pyjama, ont été soudainement remplacées par les coutumes de la trône, famille d'Olivia. Un Noël à la montagne dans un chalet loué à prix d'or où je n'étais bien sûr pas conviée. Le petit appartement où je l'avais élevé, cet appartement rempli de souvenirs heureux, est devenu une source de honte, un lieu à cacher à leur nouveau cercle social. Ce n'est pas personnel, maman, me disait Mathieu quand je l'interrogeais sur le fait que je n'étais jamais invitée à leur dîner ou à leur soirée professionnelle. C'est juste que les amis d'Olivia sont... ils sont habitués à un certain style de vie. Ce qu'il voulait dire, c'est que j'étais trop pauvre, trop classe populaire, un rappel trop vivant de ses origines modestes. Olivia l'avait convaincu que pour s'élever dans le monde, il devait laisser son passé derrière lui. Et je faisais partie de ce passé. L'incident le plus grave, celui qui a commencé à fissurer ma patience, s'est produit il y a 10 à 8 mois. Je luttais contre une bronchite particulièrement tenace et j'ai fini aux urgences une nuit incapable d'arrêter de tousser. Le médecin voulait me garder en observation, j'avais peur et j'étais seule. J'ai appelé Mathieu à 11h du soir. « Maman, tout va bien ». Sa voix semblait sincèrement inquiète. Je suis à l'hôpital Ambroise Paré. Ai-je réussi à dire entre deux quintes de tout? Le médecin pense que j'ai être une pneumonie. Oh mon Dieu, j'arrive tout de suite. Mais il n'est jamais venu. 1 heure plus tard, il a rappelé. Maman, je suis tellement désolée. Olivia m'a rappelé que nous avons cette présentation demain matin pour l'entreprise de son père. C'est très important pour ma carrière. Tu peux m'appeler demain matin pour me dire comment tu vas. J'ai passé cette nuit seule, dans un lit d'hôpital, à écouter le bip des machines et à regarder les infirmières s'occuper d'inconnus, pendant que mon fils choisissait une présentation professionnelle plutôt que sa mère, malade. Quand je suis sortie le lendemain, j'ai trouvé un bouquet de fleurs sur le pas de ma porte avec une carte. Désolée de ne pas avoir pu être là. Avec tout notre amour, Mathieu et Olivia, elle avait probablement choisi les fleurs et signé pour lui. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à prêter une attention plus vive au changement chez mon fils. La façon dont il avait cessé d'appeler à moins que je n'appelle en premier. Comment il semblait toujours regarder par-dessus son épaule quand nous parlions comme si Olivia pouvait écouter. La façon dont il trouvait des excuses pour tout ce qu'elle faisait, même quand son comportement était manifestement blessant. Je l'ai vu l'isoler de ses anciens amis aussi. Des garçons qu'il connaissait depuis l'université sont soudainement devenus immatures ou pas assez ambitieux. Ses loisirs ont été remplacés par des activités qui correspondaient à l'image qu'Olivia se faisait d'un couple qui réussit. Des dégustations de vin à la place des matchs de foot, des vernissages d'exposition, à la place des soirées poker. Il perdait peu à peu tout ce qui faisait de lui Mathieu. La pièce finale du puzzle, la preuve dont j'avais besoin, sans même savoir que je la cherchais, est arrivée il y a 3 semaines, complètement par hasard. Je rentrais du marché à pied quand je les ai vus. Olivia et un homme que je ne connaissais pas assis dans un coin discret d'un petit café du centre-ville. Ils se tenaient la main par-dessus la table et elle riait d'une manière que je ne l'avais jamais vue rire avec Mathieu. Un rire libre sans retenue.
J'aurais dû continuer mon chemin. Une personne normale se serait occupée de ses affaires. Mais quelque chose dans l'intimité de leur langage corporel, dans la façon dont elle n'arrêtait pas de lui toucher, le visage m'a fait m'arrêter et observer, caché derrière un kiosque à journaux. Ils se sont embrassés. Pas un petit baiser amical, non. Le genre de baiser passionné que l'on voit entre amants. Et quand ils se sont séparés, je l'ai vu prendre la main de cet homme et la poser sur son ventre. Un geste qui m'a glacé le sang jusqu'à la moelle. J'ai compris. J'ai tout compris. Je les ai suivis à distance quand ils ont quitté le café. Ils ont marché jusqu'à un petit immeuble d'appartements 6 rues plus loin, et elle a utilisé sa propre clé pour les faire entrer. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je n'arrêtais pas de penser à ce geste, à la chronologie, à la façon dont Olivia avait annoncé sa grossesse sur les réseaux sociaux, sans même me le dire en personne. Le lendemain, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait de ma vie. J'ai engagé un détective privé. Son nom était Robert Durand, un ancien gendarme recommandé par une voisine dont le mari l'avait engagé pendant leur divorce. Monsieur Durand était professionnel, discret et étonnamment ses tarifs étaient abordables. « Je dois savoir ce que fait ma belle-fille », lui ai-je dit lors de notre rencontre dans son petit bureau. « Je pense qu'elle a une liaison. » Il a pris des notes pendant que je décrivais ce que j'avais vu. « Combien de temps voulez-vous que je la suive » m'a-t-il demandé. « Le temps qu'il faudra pour connaître la vérité. » Il a fallu 2 semaines. 2 semaines de photographies de réunions documentées de preuves qui ont peint un tableau que je soupçonnais mais que j'espérais faux au fond de moi. Olivia voyait cet homme, David Moreau, depuis 8 mois. Il était agent immobilier, divorcé sans enfant. Ils se voyaient 2 fois par semaine dans son appartement. Elle lui avait dit qu'elle était séparée de son mari et qu'elle allait demander le divorce. La preuve la plus accablante était un enregistrement que M. Durand avait réussi à faire alors qu'Olivia et David prenaient un café dans un lieu public. Leur conversation était dévastatrice. « Quand vas-tu le dire à ton mari ?» demandait David. « Bientôt », répondait Olivia. « Je dois juste m'assurer que le moment est bien choisi. Mathieu a des opportunités professionnelles qui se présentent grâce aux relations de mon père. Une fois que ce sera sécurisé, je pourrai le quitter et nous pourrons commencer notre vie ensemble. Et le bébé sera élevé par son vrai père, avait-elle ajouté, en tendant la main pour serrer celle de David. Le rapport final de M. Durand comprenait des relevés bancaires montrant qu'Olivia utilisait les cartes de crédit de Mathieu pour payer des chambres d'hôtel et des cadeaux coûteux pour David. Elle finançait sa liaison avec l'argent de mon fils, tout en prévoyant de le quitter et de prendre la moitié de ses biens lors du divorce. Maintenant debout dans cette salle de bal, avec la vérité qui me brûlait la poitrine, je regardais Olivia chercher des mots qui pourraient la sauver du désastre qu'elle avait elle-même créé. « Maman », dit Mathieu, la voix tendue. « Qu'est-ce qui se passe ? Qui est David ?» Avant que je puisse répondre, les portes de la salle s'ouvrirent et David Moreau entra. Il était grand, d'une beauté assez banale et semblait complètement déconcerté d'avoir été convoqué à une fête d'anniversaire pour enfants. Ses yeux balayèrent la foule jusqu'à ce qu'il trouve Olivia. Et je regardais son visage passer par tous les stades, la reconnaissance, la confusion, puis une alarme grandissante en voyant la scène. « Olivia » appela-t-il en commençant à marcher vers elle. « Qu'est-ce qui se passe ? Tu m'as dit que tu avais quelque chose d'important à me dire. » Mathieu se tourna pour regarder l'étranger qui s'approchait de sa femme. Et j'ai vu le moment exact où les pièces du puzzle ont commencé à s'emboîter dans son esprit. « Qui est cet homme ?» demanda à nouveau Mathieu, mais cette fois sa voix était d'un calme mortel. David atteignit notre petit groupe et regarda alternativement Mathieu et Olivia avec une compréhension croissante. « Attendez, » dit-il lentement. « Vous êtes le mari ?» La question resta suspendue dans l'air comme une bombe sur le point d'exploser. Olivia ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Pour la première fois depuis les 3 ans que je la connaissais, elle n'avait pas de mensonge rapide, pas d'explication habile, aucun moyen de se sortir de la vérité par la manipulation. « Réponds-lui, » dis-je tranquillement. « Dis à David, qui est Mathieu. Dis à Mathieu, qui est David. » Le silence s'étira jusqu'à devenir insupportable. Et je réalisai qu'après 3 ans à être impuissante dans ma propre famille, je détenais enfin toutes les cartes. Le silence dans la salle de bal était assourdissant. Chaque invité à portée de voix avait interrompu sa conversation pour assister au drame qui se déroulait près de l'entrée. David Moreau se tenait là, l'air abasourdi. Mathieu était pâle, la compréhension grandissant sur son visage, et Olivia donnait l'impression de vouloir disparaître dans le sol.
Je vous ai posé une question, dit David, sa voix plus forte maintenant. Est-ce votre mari ? La bouche d'Olivia s'ouvrit et se referma sans émettre de son. La femme sûre d'elle, qui quelques minutes plus tôt ordonnait à la sécurité de me faire sortir, avait complètement perdu sa contenance. Oui, dit finalement Mathieu, la voix blanche. Je suis son mari, et vous êtes. Le visage de David passa par une série d'expressions. La confusion, la prise de conscience, puis la colère pure. Son mari. Mais elle m'a dit. Elle a dit qu'elle était séparée. Elle a dit qu'elle était en train de divorcer. Je regardais mon fils absorber cette information, je vis la façon dont ses épaules se raidirent lorsque les implications le frappèrent. Autour de nous, les invités ne faisaient même plus semblant de ne pas écouter. Plusieurs personnes avaient sorti leur téléphone, probablement pour filmer la scène. « Divorcer », répéta lentement Mathieu. « Nous ne divorçons pas. Nous attendons un bébé. » Ces mots frappèrent David comme un coup de poing. Il recula d'un pas, son visage perdant toute couleur. Un bébé. Mais elle, nous. Il se tourna pour fixer Olivia, qui avait commencé à trembler de manière visible. « Olivia, dit Mathieu, et il y avait quelque chose de dangereux dans son ton calme. Je crois que tu dois expliquer ce qui se passe ici. » Mais je voyais bien qu'elle était au-delà de toute explication. La toile de mensonge si soigneusement tissée se désagrégeait plus vite qu'elle ne pouvait la reconstruire. J'ai donc décidé d'accélérer un peu les choses. Peut-être devrais-je expliquer, dis-je en sortant à nouveau mon téléphone, puisqu'Olivia semble avoir perdu sa voix. Je fis défiler les photos jusqu'au dossier, où j'avais sauvegardé le rapport de M. Durand, et je sélectionnai la première. Elle montrait Olivia et David, s'embrassant devant l'immeuble de ce dernier, sa main clairement visible sur sa poitrine. Ils étaient manifestement intimes et à l'aise l'un avec l'autre. Ceci a été pris il y a 2 semaines, dis-je en tendant le téléphone pour que les 2 hommes puissent voir l'écran. Mathieu fixa l'image son visage, subissant sa propre transformation. La blessure, la trahison, la colère, tout cela défilait sur ses traits alors qu'il assimilait ce qu'il voyait. David me prit le téléphone des mains, faisant défiler les autres photos que M. Durand avait prises. Il y en avait des dizaines. Olivia entrant dans l'appartement de David, les 2 prenant un café, faisant du shopping ensemble, s'embrassant dans sa voiture. « 8 mois, murmura David en regardant les dates des clichés. Elle me ment depuis 8 mois. Elle nous ment à tous, dis-je doucement. Mathieu retrouva enfin sa voix. Depuis combien de temps, demanda-t-il en fixant sa femme. Depuis combien de temps ça dure? Olivia essaya de parler, mais ne réussit qu'à émettre un sanglot brisé. Depuis février, répondis-je pour elle. Ils se sont rencontrés dans un café du centre-ville. Elle lui a dit qu'elle était séparée et qu'elle prévoyait de divorcer de toi dès que certaines opportunités professionnelles se concrétiseraient. Le visage de David se tordit de dégoût. Des opportunités professionnelles. Vous voulez dire qu'elle se servait de moi en attendant de profiter de votre succès. La foule autour de nous s'était agrandie. Théo a accouru à un moment donné, tirant sur la veste de son père, mais Mathieu était si concentré sur la révélation qu'il l'a à peine remarquée. Une des amies d'Olivia a rapidement distrait le garçon et l'a emmené plus loin. « Il y a plus », dis-je en ouvrant le fichier audio que M. Durand avait enregistré. « Non », Olivia parla enfin. Sa voix était cassée, désespérée. « S'il vous plaît, ne faites pas ça. » Mais j'appuyais sur lecture. Sa voix résonna clairement dans le silence de la salle. Mathieu a des opportunités professionnelles qui se présentent grâce aux relations de mon père. Une fois que ce sera sécurisé, je pourrai le quitter et nous pourrons commencer notre vie ensemble. Les mots flottaient dans l'air comme du poison. Mathieu recula d'un pas comme si le son de sa femme planifiant de le quitter était une agression physique. « Et le bébé ?» demandait la voix enregistrée de David. « Il sera élevé par son vrai père », fut la réponse d'Olivia. C'est à ce moment-là que Mathieu s'est effondré. Pas bruyamment, pas de façon spectaculaire, mais avec l'anéantissement silencieux d'un homme dont le monde entier venait de s'écrouler. Il s'affaissa sur une chaise voisine, la tête entre les mains. David se tourna vers Olivia, le visage rouge de rage. « Vrai père, es-tu en train de me dire que ce bébé pourrait être le mien ?» Olivia pleurait maintenant des sanglots laids qui maculaient son maquillage parfait. « Je ne sais pas, » murmura-t-elle. « La date, ça pourrait être l'un de vous 2. » L'aveu frappa les 2 hommes comme 2 éclairs distincts.
Mathieu releva la tête les yeux vides. David resta figé, assimilant le fait qu'il pourrait être le père involontaire de l'enfant d'un autre homme, tandis que cet homme élèverait le bébé en croyant que c'était le sien. L'un de nous deux. La voix de David monta presque jusqu'à un cri. Tu couchais avec nous deux et tu ne sais pas de qui tu portes le bébé. Plusieurs invités poussèrent des exclamations de stupeur. Le photographe professionnel qui avait documenté la fête de Théo ne savait plus s'il devait continuer à prendre des photos de ce qui se transformait en désastre familial. « Ce n'est pas ce que vous croyez », plaida Olivia, tendant les mains vers les deux hommes. « Je vous aime tous les deux, juste de manière différente. »« Tu nous aimes », David rit amèrement. « Tu m'as menti sur tout. Ton nom, ta situation, ta disponibilité. Je ne sais même pas qui tu es vraiment. » Mathieu se leva lentement, ses mouvements prudents et contrôlés. « Moi non plus, » dit-il tranquillement. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je devais partager la preuve la plus accablante de toutes. Je fis défiler jusqu'au relevé bancaire que M. Durand avait obtenu par des voies légales au cours de son enquête. « Il y a autre chose que vous devez tous les deux voir, dis-je. » Les relevés montraient des mois de dépenses par carte de crédit qui racontaient toute l'histoire. Des chambres d'hôtel débitées sur le compte de Mathieu, où Olivia avait rencontré David. Des cadeaux coûteux achetés pour David avec l'argent de Mathieu. Des factures de restaurant, des billets de théâtre, même un week-end à la montagne. Tout cela payé par mon fils, pendant que sa femme menait une double vie. « Elle a financé sa relation avec vous en utilisant mon argent, dit Mathieu à David, sa voix étrangement calme. David avait l'air malade. Je ne savais pas. Elle insistait toujours pour payer quand nous sortions. Je pensais qu'elle avait son propre argent. Elle en a, dit Mathieu. Le mien, les preuves étaient accablantes, indéniables. 8 mois de tromperie documentée, de manipulation financière et d'abus émotionnels. Olivia avait joué avec les deux hommes, prévoyant d'abandonner celui qui servirait le moins ses intérêts. Mais même face à la preuve absolue de sa trahison, elle tenta une dernière manipulation. « Mathieu, » dit-elle en s'avançant vers lui les mains tendues, « nous pouvons surmonter ça. J'ai fait des erreurs, mais je te choisis toi. Je veux rester mariée. Nous pouvons suivre une thérapie. » Mon fils la regarda avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Pas de la colère, pas de la peine, mais un dégoût total. « Tu me choisis, » répéta-t-il. « Après 8 mois à me mentir, à me tromper et à me voler, tu penses que tu as le droit de choisir. Les gens font des erreurs dans un mariage, dit-elle désespérément. Ça ne doit pas tout finir. » David laissa échapper un rire sec. « Des erreurs. Tu m'as dit que tu m'aimais. Tu m'as laissé croire que nous construisions un avenir ensemble. Tu m'as laissé croire que ce bébé était le mien. Il pourrait encore l'être, dit-elle tranquillement. L'aveu sembla briser quelque chose chez les deux hommes. Mathieu se rassit lourdement tandis que David se mit à faire les 100 pas comme un animal en cage. « J'ai besoin d'un test de paternité, » dit finalement David. « Si ce bébé est le mien, je veux le savoir. »« Et s'il l'est, » demanda Mathieu, « alors j'en assumerai la responsabilité. Mais je ne veux plus rien avoir à faire avec elle. » David pointa Olivia du doigt comme si elle était contaminée. « Cette femme est un poison. » Le visage d'Olivia se décomposa. « Vous ne pouvez pas penser ça. Tous les deux, nous sommes une famille. »« Non, » dis-je fermement parlant pour la première fois depuis plusieurs minutes. « Les familles sont construites sur la vérité, l'amour et le respect. Ce que tu as construit, c'est un château de cartes. Et maintenant, il s'écroule. » Elle se tourna vers moi avec une méchanceté soudaine. « Tout ça, c'est de votre faute. Vous ne supportiez pas de voir Mathieu heureux, alors vous avez détruit notre mariage par pure méchanceté. » L'accusation était si absurde que plusieurs personnes dans la foule se mirent à rire. Après tout ce qui avait été révélé, elle essayait encore de se faire passer pour la victime. « Je n'ai pas détruit ton mariage, Olivia, dis-je calmement. Tu as fait ça toute seule. » Mathieu se releva et quand il regarda sa femme, il y avait une finalité dans son expression. « C'est fini, dit-il simplement. Mathieu, s'il te plaît. »« C'est fini, répéta-t-elle plus fort cette fois. Ce que nous avions, ce que je pensais que nous avions, c'est terminé. » Olivia regarda sauvagement autour d'elle, cherchant quelqu'un, n'importe qui pourrait la soutenir. Mais les invités la fixaient tous, avec un mélange de choc, de dégoût et de pitié. Même ses propres amis reculaient, ne voulant pas être associés au spectacle qu'elle avait créé. C'est alors qu'elle joua sa dernière carte désespérée. Elle attrapa le bras de David à 2 mains, s'accrochant à lui comme à une bouée de sauvetage.
David, s'il te plaît, tu as dit que tu m'aimais. Tu as dit que tu voulais construire une vie avec moi. C'est encore possible. Nous pouvons encore avoir ça. Il baissa les yeux sur ses mains agrippées à son bras comme si elles étaient malades. Tu as raison, dit-il lentement. Je t'ai aimé. J'ai aimé quelqu'un qui n'existe pas, quelqu'un d'honnête, de disponible et de vrai. Mais cette personne n'était qu'un de tes mensonges. Il retira son bras et s'écarta d'elle. Je ne veux plus jamais te revoir. Olivia se retrouva seule au centre de la salle de bal, entourée des débris de sa propre création. La fête parfaite qu'elle avait planifiée, l'image parfaite qu'elle avait cultivée, la vie parfaite dans laquelle elle s'était frayée un chemin par la manipulation, tout s'effondrait autour d'elle. Et pour la première fois en 3 ans, j'avais l'impression de pouvoir respirer à nouveau. La salle de bal était devenue un théâtre d'humiliation publique, et Olivia était au centre de la scène, dans une performance qu'elle n'avait jamais eu l'intention de donner. Autour de nous, les invités chuchotaient derrière leurs mains, leurs enfants oubliés, alors qu'ils assistaient à l'effondrement spectaculaire de ce qu'ils avaient cru être un mariage parfait. Mais Olivia n'avait pas fini de se battre. Je pouvais voir le calcul dans ses yeux, même à travers ses larmes, alors qu'elle réalisait que ses tactiques habituelles ne fonctionnaient pas. Quand la manipulation échouait, elle s'était toujours tournée vers le mélodrame. Et fidèle à elle-même, elle redoubla d'efforts pour se poser en victime. « Vous vous régalez tous, n'est-ce pas ?» dit-elle, sa voix s'élevant, alors qu'elle se tournait pour s'adresser à la foule qui la regardait. « Vous êtes tous si parfaits, si irréprochables que vous pouvez rester là à me juger. » Plusieurs invités échangèrent des regards gênés. Quelques-uns commencèrent à rassembler leurs enfants et à se diriger vers les sorties, ne voulant pas faire partie de ceux qui allaient suivre. « Olivia, arrête, dit Mathieu tranquillement. Tu ne fais qu'empirer les choses. » Empirer. Elle laissa échapper un rire hystérique. Comment cela pourrait-il être pire? La mère de mon mari a détruit mon mariage, ma réputation, ma vie entière. Et tu me dis de ne pas empirer les choses. Votre belle-mère ne vous a pas forcé à avoir une liaison, dit froidement David. Elle ne vous a pas forcé à me mentir pendant 8 mois. Elle ne vous a pas forcé à voler de l'argent à votre mari pour payer nos rendez-vous. Je n'ai jamais rien volé, lança Olivia. Je sortis de nouveau mon téléphone et fis défiler jusqu'au relevé de carte de crédit que M. Durand avait obtenu. L'hôtel Marriott du centre-ville du 15 au 10 à 7 mars. 347 € débités sur la carte Visa de Mathieu, le même week-end où tu lui as dit que tu rendais visite à ta tante malade à Lille. Le visage de Mathieu devint blanc. Tu m'as dit que ta tante était morte ce week-end-là. Tu as dit que tu avais besoin de temps seul pour faire ton deuil. Elle est morte, dit faiblement Olivia. D'après ce reçu d'hôtel, tu faisais ton deuil avec David dans un lit king size avec service en chambre. Continuai-je lisant le relevé. Champagne fraise et huile de massage facturée au service en chambre. Le tout sur la carte de crédit de Mathieu. La spécificité des détails frappait comme des coups de marteau. Il ne s'agissait plus seulement d'une liaison. Il s'agissait d'une tromperie calculée de l'utilisation du deuil et de la confiance de mon fils pour financer sa trahison. La bijouterie de la rue Saint-Honoré luge sur un autre relevé. 22 avril, 896 € pour un bracelet en or. David, portez-vous quelque chose en or? David baissa les yeux vers son poignet, où un bracelet à maillon en or d'aspect coûteux captait la lumière. Son visage devint rouge alors qu'il réalisait ce qu'il voyait. « Tu m'as acheté ça avec son argent », dit-il, sa voix à peine un murmure. « C'était un cadeau », protesta Olivia. « Les couples s'achètent des cadeaux. Avec de l'argent volé à son mari, ajoutai-je. Mathieu lisait maintenant par-dessus mon épaule, voyant toute l'étendue de la trahison financière de sa femme. Le week-end dans le vignoble bordelais, les cours de cuisine, le forfait massage en couple. Sa voix se brisa légèrement. Tu as fait avec lui toutes les choses que tu disais être trop occupé pour faire avec moi. Mathieu, je peux expliquer. Non. Le mot sortit sec et final. Je ne veux pas d'explication. Je veux que tu arrêtes de parler. Mais Olivia avait dépassé le stade du comportement rationnel. L'effondrement complet de son monde si soigneusement construit l'avait poussée au désespoir, et les gens désespérés font des choses imprévisibles. « Très bien, cria-t-elle. Vous voulez la vérité. Je vais vous donner la vérité. » Elle se tourna pour faire face aux derniers invités, son maquillage coulant ses cheveux parfaits, en désordre sa robe de créateur froissée par ses mouvements frénétiques. « Je ne l'ai jamais aimé, annonça-t-elle à la salle. J'ai épousé Mathieu parce qu'il était sûr,
parce qu'il était reconnaissant, parce qu'il ferait tout ce que je voulais sans me poser de questions. Les mots frappèrent Mathieu comme des coups physiques. Je vis le visage de mon fils passer par la peine, la colère, et quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement. « Vous voulez savoir pourquoi j'ai eu une liaison ?» continua Olivia, sans se soucier des dégâts qu'elle infligeait. « Parce que David me faisait me sentir vivante. Parce qu'il était passionné et excitant, tout ce que Mathieu ne pourrait jamais être. »« Alors pourquoi ne l'as-tu pas simplement quitté ?» demanda David, la voix dégoûtée. « Pourquoi faire traîner ça pendant 8 mois ?»« Parce que j'avais besoin de temps, » lança-t-elle. Mathieu a des relations grâce à l'entreprise de mon père. Il y avait des opportunités à venir qui nous auraient mis à l'abri financièrement. J'allais le quitter après que ses contrats soient signés. L'aveu de sa planification calculée envoya une autre onde de choc à travers la pièce. Ce n'était pas un crime passionnel ou un moment de faiblesse. C'était une stratégie à long terme pour utiliser mon fils à des fins financières tout en construisant une vie avec un autre homme. Donc tu n'as jamais eu l'intention de rester marié avec moi. Ce n'était pas une question de la part de Mathieu. Pas une fois que j'ai trouvé mieux, répondit-elle, son honnêteté brutale dans sa simplicité. David la fixa avec horreur. Et moi, n'étais-je qu'un substitut en attendant que tu trouves encore mieux que ce que je pouvais offrir? Pour la première fois, Olivia sembla réaliser qu'elle était allée trop loin. Non, David, ce n'est pas. Je t'aime. Je t'ai choisi. Tu m'as choisi par rapport à un homme que tu prévoyais de quitter de toute façon. Ce n'est pas choisir. C'est se contenter d'un second choix. La vérité de ces paroles sembla la frapper comme une gifle. Elle avait été si concentrée à maintenir le contrôle des deux relations qu'elle n'avait jamais considéré l'aspect de sa stratégie de l'extérieur. « Tout ce temps, dit lentement Mathieu, chaque fois que tu critiquais mes vêtements, mes amis, ma mère, tu me comparais à lui. Mathieu, ce n'est pas... Chaque fois que tu disais que je devais être plus ambitieux, plus sophistiqué, plus digne de toi, tu pensais à lui ?» La justesse de son analyse était écrite sur tout son visage. Elle avait passé 3 ans à essayer de transformer Mathieu en David, tout en prévoyant de le quitter pour l'original. « Tu m'as fait sentir que je n'étais jamais assez bien, » continua Mathieu, sa voix se raffermissant. « Tu m'as fait remettre en question tout ce que j'étais, douter de chaque décision que je prenais. Tu m'as isolé de mes amis, de ma famille, de ma propre mère, parce qu'ils te rappelaient qui j'étais vraiment au lieu de qui tu voulais que je devienne. J'essayais de t'aider à atteindre ton potentiel, dit-elle désespérément. Non, intervins-je. Tu essayais de le transformer en quelqu'un d'autre, quelqu'un qui serait digne de rester avec toi, même si tu prévoyais de le quitter de toute façon. » La cruelle ironie n'échappa à personne dans la pièce. Olivia avait puni Mathieu de ne pas être David, tout en étant secrètement avec David et en prévoyant d'abandonner Mathieu une fois qu'il aurait servi son objectif financier. Et le bébé demanda tranquillement David. « Notre bébé. Quel était ton plan pour ça ?» La main d'Olivia se posa sur son ventre de manière protectrice. « J'allais te dire qu'il était de toi. Nous allions l'élever ensemble. Pendant que Mathieu payerait une pension alimentaire pour un bébé qui n'était pas le sien, le silence qui suivit fut assourdissant. Les implications morales de son plan étaient stupéfiantes. Elle était prête à laisser mon fils subvenir aux besoins de l'enfant d'un autre homme, tandis que cet homme élèverait le bébé croyant que c'était le sien. « Tu es malade, » dit finalement David. « Tu es vraiment sincèrement malade. »« Je suis enceinte, » cria-t-elle, comme si cela justifiait tout. « Je porte ton enfant. »« Peut être, » répondit-il froidement. « Et si je suis le père, j'assumerai mes responsabilités pour le bébé, mais je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Rien !» Mathieu se leva de sa chaise, ses mouvements prudents et contrôlés. « Je prends Théo et je rentre à la maison, » annonça Théil. « Olivia, je veux que tu sois partie de la maison d'ici demain soir. Tu ne peux pas me mettre dehors. J'habite là aussi. Tu habites dans une maison que j'ai achetée meublée avec des meubles que j'ai payés, tout en prévoyant de me quitter pour un autre homme et de voler mon argent pour financer ta liaison. Si je peux absolument te mettre dehors. » La réalité de sa situation commençait enfin à s'imposer. Sans le soutien financier de Mathieu, sans le soutien affectif de David, elle n'avait rien. Son style de vie élaborait sa position sociale, son image soigneusement entretenue, tout dépendait de la relation qu'elle venait de détruire. « Mathieu, s'il te plaît, » supplia-t-elle à voix brisée. « Nous pouvons arranger ça. Nous pouvons aller en thérapie.
Je vais rompre avec David. Je ferai tout ce que tu veux. Ce que je veux, dit tranquillement Mathieu, c'est que tu disparaisses complètement de ma vie. Il se tourna et se dirigea vers la zone de la fête où Théo jouait inconscient du drame qui se déroulait autour de lui. Je regardais mon fils rassembler son enfant, avec des mains douces chuchotant quelque chose, à l'oreille du garçon qui le fit hocher la tête et sourire. Alors qu'il se dirigeait vers la sortie, Mathieu s'arrêta à côté de moi. « Maman, dit-il la voix pleine d'émotion, je te dois des excuses, de grosses excuses. Nous parlerons plus tard, dis-je doucement. Occupe-toi de Théo d'abord. » Il hocha la tête et continua vers la porte avec son fils. En partant, je remarquai que Théo serrait toujours le train en bois que je lui avais donné, choisissant mon simple cadeau plutôt que tous les jouets coûteux éparpillés dans la salle de bal. David rassemblait ses propres affaires pour partir son visage, un masque de dégoût et de déception. « Si le bébé est de moi, dit-il à Olivia sans la regarder, mon avocat vous contactera au sujet des modalités de garde. Mais ne me contactez plus jamais directement. Et puis, il est parti aussi, laissant Olivia seule, au centre de la salle de bal qu'elle avait si parfaitement décorée, entourée des ruines de la vie qu'elle avait construite sur des mensonges. Les derniers invités sortaient rapidement maintenant désireux d'échapper à la scène inconfortable et probablement déjà en train de planifier comment ils raconteraient cette histoire à leurs amis. Le photographe avait cessé de prendre des photos. Les traiteurs commençaient à nettoyer la nourriture non touchée. Olivia se tenait là dans sa robe, chair son ventre, montrant à peine la grossesse qui était devenue le centre d'un litige de paternité. Son visage était strié de larmes et de maquillage ruiné. « Ce n'est pas fini, me dit-elle, sa voix basse et venimeuse. Vous croyez avoir gagné, mais ce n'est pas fini. » Je la regardai vraiment et ressentis quelque chose auquel je ne m'attendais pas. De la pitié. Pas de la sympathie, pas du pardon, mais le genre de pitié que l'on ressent pour quelqu'un qui a détruit sa propre vie par cupidité et égoïsme. « Si c'est fini, répondis-je calmement, c'est complètement fini. » Et en sortant de cette salle de bal, la laissant seule avec les conséquences de ses choix, je savais que j'avais raison. Les jours qui ont suivi la fête d'anniversaire de Théo ont été comme regarder des dominos tomber au ralenti. Je m'attendais à des retombées après avoir exposé les mensonges d'Olivia, mais je n'avais pas anticipé à quel point son monde s'effondrerait complètement une fois la vérité révélée. Mathieu m'a appelé le lendemain matin. Sa voix était creuse, épuisée. « Maman, je peux passer. J'ai besoin de parler à quelqu'un et je ne sais plus à qui faire confiance. »« Bien sûr, mon chéri. Amène Théo si tu veux. Il est chez la voisine. Je voulais pas qu'il me voie comme ça. » Quand Mathieu est arrivé à mon appartement 1 heure plus tard, il semblait avoir vieilli de 5 ans en une nuit. Ses yeux étaient rougis, ses vêtements froissés, et il se déplaçait comme un homme portant un poids énorme. « Je lui ai demandé de partir hier soir, » dit-il, sans préambule, s'enfonçant dans mon vieux canapé. « Elle est chez ses parents. » J'ai préparé du café pendant qu'il restait assis en silence, fixant ses mains. Quand je lui ai apporté une tasse, il a levé les yeux vers moi avec une expression qui m'a brisé le cœur. « Depuis combien de temps savais-tu » demanda-t-il. Je me suis assise en face de lui, choisissant mes mots avec soin. Je soupçonnais que quelque chose n'allait pas depuis des mois. Mais je n'ai eu des preuves que depuis 3 semaines. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt ? M'aurais-tu cru ?» demandai-je doucement. Il resta silencieux un long moment, puis secoua la tête. « Non. J'aurais pensé que tu étais juste jalouse d'elle, que tu essayais de créer des problèmes. C'est pour ça que j'ai dû attendre. J'avais besoin de preuves que tu ne pouvais pas rejeter. » Mathieu s'adossa au coussin du canapé, fermant les yeux. Je n'arrête pas de penser à tous les signes que j'ai manqués. Toutes les fois où elle était distante ou secrète ou juste pas présente, même quand elle était assise juste à côté de moi. Elle était très douée pour la manipulation, Mathieu. Ce n'est pas de ta faute, n'est-ce pas ? Il ouvrit les yeux et me regarda. Je l'ai choisie plutôt que toi, maintes et maintes fois. Je l'ai choisie quand elle ne voulait pas de toi pour les fêtes, quand elle inventait des excuses pour que tu ne puisses pas garder Théo, quand elle disait que tu étais trop ancré dans tes habitudes pour comprendre notre nouveau style de vie. J'ai tout accepté. La douleur dans sa voix était brute, immédiate. Je voulais le réconforter, mais je savais aussi qu'il devait faire face à la réalité de ce qui s'était passé entre nous. « Tu étais manipulé par quelqu'un dont le métier était de comprendre tes faiblesses, dis-je. Mais oui, ça a fait mal. Ça a fait plus mal que je ne peux le dire. Je suis tellement désolée, maman.
Je ne sais pas comment rattraper le temps que nous avons perdu. On recommence là où nous en sommes maintenant, dis-je simplement. On ne perd plus de temps au regret. Au cours des semaines suivantes, j'ai regardé Mathieu commencer le difficile processus de reconstruction de sa vie. La procédure de divorce a avancé rapidement une fois qu'Olivia a réalisé qu'elle n'avait aucun levier. Les résultats du test de paternité sont arrivés après 6 semaines. David était bien le père du bébé qu'elle portait. La révélation a frappé Mathieu plus durement que je ne l'avais prévu. Même s'il savait que c'était une possibilité, le fait de le voir confirmer semblait cristalliser la profondeur de la trahison d'Olivia. « Elle allait me laisser élever l'enfant d'un autre homme », dit-il lors d'un de nos dîners hebdomadaires. Elle allait me laisser aimer ce bébé, le soutenir être son père, tout en sachant depuis le début qu'il n'était pas le mien. Et elle allait laisser David croire qu'il avait abandonné son propre enfant, ajoutai-je. Elle était prête à blesser tout le monde pour maintenir son mensonge. Théo s'adaptait mieux que nous ne l'avions espéré. À 5 ans, il ne comprenait pas entièrement pourquoi maman avait déménagé. Mais il semblait s'épanouir avec l'attention accrue de son père et la présence régulière de sa grand-mère dans sa vie. « Papa, dit-il un soir alors que nous construisions avec des Legos dans mon salon, est-ce que maman va revenir ?» Mathieu me jeta un coup d'œil avant de répondre. « Non, mon grand. Maman va vivre ailleurs maintenant. Mais elle te verra encore parfois. Est-ce que le nouveau bébé va vivre avec nous ? Non, le bébé va vivre avec son papa. » Théo réfléchit un instant, puis haussa les épaules et retourna à ses Legos. Les enfants ont une capacité remarquable à s'adapter quand ils se sentent en sécurité et aimés. Les retombées sociales pour Olivia furent rapides et sévères. La nouvelle de ce qui s'était passé à la fête d'anniversaire s'est répandue dans leur cercle social comme une traînée de poudre. Le couple qui avait été invité à tous les événements importants, qui avaient été considérés comme un modèle par leurs amis, s'est soudainement retrouvé complètement ostracisé. Mathieu m'a dit que plusieurs de leurs amis communs l'avaient contacté en privé, avouant qu'il n'avait jamais aimé Olivia mais ne s'était pas senti à l'aise de le dire. Sarah a dit qu'elle avait toujours pensé qu'Olivia était fausse, a rapporté Mathieu après avoir croisé l'une de leurs anciennes amies au supermarché. Elle a dit qu'Olivia faisait des remarques acerbes sur les autres quand ils n'étaient pas là, mais toujours avec un sourire, si bien qu'on aurait dit qu'elle était juste honnête. Et tu n'avais jamais remarqué ça. Je l'avais remarqué, mais je me disais qu'elle avait juste du discernement, qu'elle avait des standards élevés. Il secoua la tête. Je trouvais des excuses à un comportement que je savais être mauvais parce que j'étais tellement reconnaissant que quelqu'un comme elle ait choisi quelqu'un comme moi. Cette prise de conscience me brisa le cœur. Mon fils, si confiant et capable, avait été tellement miné par les critiques subtiles d'Olivia qu'il avait sincèrement cru qu'il avait de la chance d'être avec quelqu'un qui le traitait mal. Les relations d'affaires qu'Olivia avait agitées comme un appât pour sa manipulation à long terme se sont également évaporées. Son père, embarrassé par le scandale public de sa fille, a discrètement retiré les offres d'emploi et les opportunités de partenariat qu'il avait évoquées avec Mathieu. « C'est probablement mieux ainsi, me dit Mathieu. Je n'ai jamais vraiment eu envie de travailler dans ce secteur de toute façon. C'est Olivia qui insistait. Que veux-tu faire ? Je ne sais pas. Pour la première fois en 3 ans, je peux décider de ce que je veux sans avoir à demander l'avis de quelqu'un d'autre. » La liberté semblait à la fois l'exalter et le terrifier. Pendant ce temps, les tentatives d'Olivia pour sauver sa réputation devenaient de plus en plus désespérées. Elle a essayé d'appeler Mathieu à plusieurs reprises, alternant entre des excuses larmoyantes et des accusations colériques. Quand il a bloqué son numéro, elle a commencé à se présenter à son lieu de travail. « Elle m'a coincée sur le parking hier », m'a-t-il raconté lors d'une de nos conversations. Elle pleurait, disant que le stress du divorce affectait le bébé, me suppliant de la reprendre. « Que lui as-tu dit ? Que le bébé n'était pas ma responsabilité et qu'elle non plus. » C'était une vérité dure, mais nécessaire. Olivia avait fait ses choix, et les conséquences lui appartenaient. L'incident le plus pathétique s'est produit lorsqu'elle a essayé de me prendre en embuscade au supermarché où je faisais mes courses tous les mardis matins. Je comparais les prix du café quand j'ai entendu sa voix derrière moi. « Janine, s'il vous plaît, j'ai besoin de vous parler. » Je me suis retournée et l'ai trouvé l'air hagard et désespéré. Son apparence habituellement parfaite s'était notablement détériorée. Ses racines étaient apparentes, ses vêtements semblaient avoir été portés pour dormir, et son visage était bouffi par les pleurs. « Je ne pense pas que nous ayons quoi que ce soit à nous dire.
dis-je calmement, continuant mes achats. Vous ne comprenez pas, j'ai tout perdu, mon mariage, ma maison, mes amis. David ne veut même pas me parler du bébé, sauf par l'intermédiaire d'avocats. Et c'est la faute de qui? J'ai fait des erreurs, oui, mais tout le monde mérite le pardon. Tout le monde mérite une seconde chance. J'ai arrêté de marcher et je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu n'as pas fait d'erreur, Olivia. Tu as fait des choix calculés, délibérés pour tromper tous ceux qui tenaient à toi. J'étais confuse. J'étais malheureuse. Je ne savais pas ce que je voulais. Tu savais exactement ce que tu voulais. Tu voulais le beurre et l'argent du beurre. Tu voulais la sécurité du mariage avec Mathieu et l'excitation d'une liaison avec David, et tu étais prête à leur mentir à tous les deux pour le conserver. Son visage se décomposa. Je suis enceinte et seule. Ça ne vous touche pas du tout. Tu es enceinte de l'enfant d'un autre homme, un homme à qui tu as menti sur ta disponibilité. Tu es seule parce que tu as choisi la tromperie plutôt que l'honnêteté avec tout le monde dans ta vie. Ce ne sont pas des choses qui te sont arrivées, Olivia. Ce sont les conséquences naturelles de tes actions. Vous êtes sans cœur, murmura-t-elle. Non, répondis-je. J'en ai juste assez de prétendre que tes mauvais choix sont la responsabilité de quelqu'un d'autre. Je me suis éloignée d'elle ce jour-là et je ne l'ai jamais revue. Mathieu m'a dit plus tard qu'elle était retournée vivre dans sa ville natale chez ses parents jusqu'à la naissance du bébé. David poursuivait les arrangements de garde par l'intermédiaire de son avocat, mais ne voulait aucun contact personnel avec elle. Elle avait obtenu exactement ce qu'elle avait prévu pendant des mois. Elle était enfin libérée de son mariage avec Mathieu. Mais elle avait perdu tout le reste dans le processus. Son amant, son statut social, sa sécurité financière et le respect de tous ceux qui la connaissaient. En regardant mon fils reconstruire lentement sa confiance et sa relation avec son enfant, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années. La paix. Pas la satisfaction de la vengeance, mais le contentement tranquille qui vient de voir la vérité l'emporter sur la tromperie. La justice, réalisais-je, n'exige pas toujours une punition. Parfois, elle consiste simplement à permettre aux gens de faire face aux conséquences naturelles de leurs choix, sans interférence ni protection contre ces conséquences. Olivia avait construit sa vie sur des mensonges, et quand ces mensonges se sont finalement effondrés, la vie bâtie sur eux s'est effondrée aussi. Ce n'était pas mon fait. C'était juste le résultat inévitable de la tentative de construire quelque chose de réel sur une fondation de tromperie. Mathieu était enfin libre de découvrir qui il était vraiment sans que quelqu'un lui dise qu'il devait être différent. Théo avait retrouvé son père pleinement présent et engagé, au lieu de marcher constamment sur des œufs autour d'une partenaire imprévisible. Et j'avais retrouvé ma famille. Pas par la manipulation ou la force, mais parce que la vérité avait enfin pu éclairer les ténèbres qui nous avaient tous consumés. 8 mois plus tard, j'étais dans ma cuisine, préparant le dîner du dimanche, tandis que Théo était assis à ma table, absorbé par un puzzle. La lumière d'automne qui filtrait par mes fenêtres était chaude et dorée, et l'appartement qui m'avait semblé si vide pendant des années était maintenant rempli des bruits de la vie de famille. « Mamie, Janine, je ne trouve pas la pièce du coin », lança Théo, la langue sortie en signe de concentration. « Continue de chercher mon trésor. Elle se cache probablement juste sous ton nez. » L'ironie de ces mots ne m'échappa pas. Parfois les choses les plus importantes sont juste devant nous, mais nous sommes trop distraits pour les voir clairement. Mathieu arriva ponctuellement à 10 à 7 heures, comme c'était devenu notre tradition. Il avait l'air en meilleure santé qu'il ne l'avait été depuis des années. La tension constante qui avait marqué son visage pendant son mariage avait disparu, remplacée par quelque chose que je n'avais pas vu depuis son adolescence, un contentement sincère. « Comment s'est passée ta semaine ?» demandai-je, alors qu'il m'aidait à mettre la table. « Bien. Très bien, en fait. J'ai eu la promotion au travail, celle pour laquelle tu as passé un entretien le mois dernier. C'est ça. Apparemment, mon patron a été impressionné par ma nouvelle confiance et mes capacités de prise de décision. » Il sourit ironiquement. C'est drôle comme il est plus facile de prendre des décisions quand on n'est pas constamment en train de se remettre en question. Pendant le dîner, nous sommes tombés dans notre routine confortable de partage des événements de la semaine. Théo bavardait à propos de la maternelle, Mathieu parlait du travail, et je leur parlais de mon bénévolat au programme d'alphabétisation de la bibliothèque locale. Madame Henderson a fini de lire son premier livre complet hier, rapportai-je. Elle a 73 ans.
et n'a jamais appris à lire correctement dans son enfance. Quand elle a lu la dernière page à haute voix, elle s'est mise à pleurer. « C'est magnifique, maman, » dit Mathieu. « Je suis fière de toi de faire ça. » Cette simple déclaration de fierté m'a touchée plus que je ne l'aurais cru. Pendant 3 ans, je m'étais sentie invisible, inutile, comme si mes expériences de vie et ma sagesse n'avaient aucune valeur. Maintenant, je découvrais de nouvelles façons d'être importante, de nouvelles façons de contribuer. Après le dîner, pendant que Théo jouait avec ses jouets dans le salon Mathieu, et moi avons fait la vaisselle ensemble. C'est pendant ces moments calmes que nous avions souvent nos conversations les plus importantes. « J'ai eu des nouvelles de mon avocat aujourd'hui, dit-il en séchant la vaisselle. Le divorce est officiellement finalisé. Comment te sens-tu par rapport à ça ?» Soulagée, libre, comme si je pouvais enfin clore ce chapitre et aller de l'avant. Et Olivia, elle vit toujours chez ses parents. David a la garde partielle du bébé, maintenant une petite fille. Il m'envoie parfois des photos. Mathieu fit une pause réfléchissant à ces mots. J'ai de la peine pour cet enfant. Elle n'a pas demandé à naître dans une situation aussi compliquée. Les enfants sont résilients quand ils sont aimés, dis-je. David semble être un homme bien qui a été tout aussi trompé que toi. Il l'est, nous avons même parlé quelquefois. Il voulait s'excuser pour son rôle dans tout ça, même s'il ne savait pas qu'il faisait partie d'une liaison. Cela en disait long sur le caractère des 2 hommes, qu'ils aient pu trouver un terrain d'entente en tant que victimes de la manipulation d'Olivia, plutôt qu'en tant qu'ennemis se disputant son attention. « Il y a autre chose, dit Mathieu, son ton devenant plus sérieux. J'ai pensé à faire quelques changements. » Quel genre de changement ? Je veux déménager plus près de toi. Théo passe tellement de temps ici de toute façon, et j'ai réalisé que je ne veux pas qu'il grandisse comme je l'ai fait après la mort de papa, avec le sentiment de n'avoir qu'un seul parent. La suggestion me coupa le souffle. Tu n'as pas à faire ça pour moi, Mathieu. Je ne le fais pas pour toi. Je le fais pour nous tous. Je veux que Théo grandisse en connaissant sa grand-mère. Vraiment, en la connaissant. Je veux qu'il ait le genre de soutien familial que j'ai repoussé parce que j'étais trop fière et trop stupide pour en voir la valeur. Et ta vie, ton indépendance, Mathieu rit. Mais c'était un son chaleureux, pas amer. Quelle indépendance! Pendant 3 ans, j'avais peur de prendre la moindre décision importante, sans l'avis d'Olivia. Maintenant, je veux prendre des décisions basées sur ce qui est vraiment important pour moi. Et ce qui est important, c'est la famille. La vraie famille. Celle qui se soutient au lieu de se déchirer. Plus tard, dans la soirée, après le départ de Mathieu et Théo, je me suis assise dans mon fauteuil préféré, réfléchissant à la façon dont ma vie avait radicalement changé. La femme qui s'était sentie invisible et jetable 8 mois auparavant avait maintenant un emploi du temps chargé et un sentiment d'utilité que je n'avais pas connu depuis des années. Mon téléphone sonna, interrompant mes pensées. L'identifiant de l'appelant montrait un numéro que je ne reconnaissais pas, mais l'indicatif régional m'était familier. Il provenait de la ville natale d'Olivia. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. « Allô, est-ce bien Janine Moreau ?» La voix était inconnue, plus âgée, avec un léger accent du Sud. « Oui, c'est Janine. Je m'appelle Martine Dubois. Je suis la mère d'Olivia. » Ma prise sur le téléphone se resserra. « Madame Dubois, que puis-je faire pour vous ?» Il y eut une longue pause avant qu'elle ne reprenne la parole. « Je voulais appeler pour m'excuser du comportement de ma fille. Je sais que ce qu'elle a fait à votre famille est impardonnable. La dernière chose à laquelle je m'attendais était des excuses de la mère d'Olivia. C'est très gentil à vous de dire ça. Ce n'est pas gentil. C'est nécessaire. Robert et moi avons élevé cette fille pour qu'elle soit meilleure que ce qu'elle est devenue. Nous avons honte des choix qu'elle a faits et des gens qu'elle a blessés. » Je pouvais entendre la douleur sincère dans sa voix. Quoi qu'Olivia ait été d'autre, elle était toujours la fille de cette femme. Et regarder son enfant détruire sa vie par ses propres mauvais choix devait être dévastateur. « Comment va-t-elle » demandai-je me surprenant moi-même. « Elle a du mal, le bébé est magnifique, la petite Sarah, mais Olivia a du mal à s'adapter à la maternité célibataire. David est un bon père quand il a son droit de visite, mais il ne veut rien avoir à faire avec Olivia personnellement. C'est probablement mieux ainsi. Oui, ça l'est. Elle continue de parler d'essayer de reconquérir Mathieu, de comment elle pourrait être une meilleure épouse s'il lui donnait juste une autre chance. Je n'arrête pas de lui dire que ce train est passé, mais elle ne veut pas l'entendre.
Mathieu a complètement tourné la page. C'est une personne différente maintenant, plus heureux, plus confiant. Ce n'est pas le même homme qu'elle a épousé. Tant mieux pour lui. Il mérite mieux que ce que ma fille lui a donné. Martine fit une autre pause. Je voulais aussi vous remercier, mère et mercière, de l'avoir arrêtée avant qu'elle ne puisse faire encore plus de dégâts, d'avoir forcé la vérité à éclater. Si vous n'étiez pas intervenu, elle aurait pu continuer cette tromperie pendant des années. Plus de gens auraient été blessés. La gratitude dans sa voix était inattendue et émouvante. Je voulais juste protéger ma famille. Vous avez fait plus que ça, vous avez probablement sauvé ma fille de faire des choix encore pires à l'avenir. Parfois, la chose la plus gentille que l'on puisse faire pour quelqu'un est de refuser de cautionner son comportement destructeur. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans le silence de mon appartement, pensant à cette conversation. La propre mère d'Olivia comprenait ce qu'Olivia elle-même refusait toujours de reconnaître, que faire face aux conséquences était le seul moyen pour elle d'apprendre un jour à faire de meilleurs choix. Le lendemain matin apporta une autre surprise. Mathieu a appelé pendant que je prenais mon café. « Maman, j'ai des nouvelles, de grandes nouvelles. » Bonnes nouvelles ou nouvelles inquiétantes? Certainement de bonnes nouvelles. J'ai trouvé une maison. Une maison, une maison à 3 rues de ton appartement. 2 chambres, un petit jardin pour Théo et un porche où tu pourras t'asseoir et le regarder jouer. J'ai fait une offre ce matin. L'image qu'il a peinte a fait gonfler mon cœur. Mathieu, es-tu sûr d'eux? Je n'ai jamais été aussi sûre de quoi que ce soit de ma vie. J'ai passé 3 ans à vivre dans l'idée que quelqu'un d'autre se faisait de la vie parfaite. Maintenant, je veux construire quelque chose de vrai. L'achat de la maison s'est fait rapidement. Mathieu a vendu son ancienne maison. Trop de mauvais souvenirs, a-t-il dit. Et il a emménagé dans le petit pavillon à quelques rues de chez moi. Théo était ravi d'être si près de sa grand-mère, et je me suis retrouvée avec un but que je n'avais pas eu depuis que Mathieu était jeune. Je suis devenue la baby-sitter fiable quand Mathieu travaillait tard, l'aide aux devoirs, quand Théo a commencé à avoir des difficultés en mathématiques, la pâtissière pour les fêtes de l'école et la conteuse d'histoire. Pour le coucher quand Mathieu était trop fatigué pour lire. Mais plus que cela, je suis devenue le témoin de la transformation de mon fils. Sans les critiques et la manipulation constante d'Olivia, Mathieu s'est épanoui pour devenir l'homme que j'avais toujours su qu'il pouvait être. Il a commencé à entraîner l'équipe de football de Théo, à faire du bénévolat à la banque alimentaire locale, et même à fréquenter de nouveau des femmes, mais lentement, prudemment, avec la sagesse qui vient d'avoir survécu à une relation bâtie sur la tromperie. 1 an après cette fête d'anniversaire désastreuse, Théo fêtait ses 6 ans. Cette fois, la célébration était simple. Juste la famille et quelques amis proches dans le parc de notre quartier. Pas de décoration coûteuse, pas d'animateur engagé, pas de séance photo pour les réseaux sociaux. Juste des enfants qui jouaient, des adultes qui parlaient et riaient et un gâteau d'anniversaire que j'avais fait moi-même dans ma propre cuisine. Alors que je regardais Théo courir avec ses amis serrant un nouveau camion en bois que j'avais sculpté pour lui avec l'aide d'un cours de menuiserie que j'avais commencé à suivre, je m'émerveillais de tout ce qui avait changé. Mathieu s'est approché de moi alors que je nettoyais les assiettes en carton, passant son bras autour de mes épaules. « Merci, dit-il tranquillement. Pourquoi? De t'être battu pour nous quand j'étais trop aveugle pour me battre pour moi-même. De m'avoir assez aimé pour tout risquer afin de sauver notre famille. C'est ce que font les mères, répondis-je. Nous protégeons nos enfants, même quand ils sont grands, même quand ils ne veulent pas de notre protection. Je le sais maintenant. Et je te promets que je ne le tiendrai plus jamais pour acquis. Alors que le soleil se couchait sur cette journée parfaite, j'ai réalisé que mon histoire n'était pas une histoire de vengeance ou de justification. C'était une histoire sur le pouvoir durable de l'amour authentique, sur l'affection fabriquée de la vérité, sur la tromperie des liens familiaux qui peuvent être endommagés mais jamais complètement brisés. Olivia avait essayé de m'effacer de la vie de mon fils, mais elle avait sous-estimé quelque chose de fondamental. Le véritable amour ne disparaît pas, simplement parce que quelqu'un le veut. Il peut être mis de côté, ignoré ou tenu pour acquis, mais il perdure. J'avais reconquis ma famille non pas par la manipulation ou la force, mais en refusant de renoncer à la vérité. Et à la fin, cette vérité nous avait tous libérés. Libres des mensonges, libres des relations toxiques, et libres de construire quelque chose d'authentique et de durable.
Debout dans ce parc, entouré des rires des enfants et de la chaleur d'un véritable amour familial, je savais que c'était exactement ma place. Pas comme une intruse malvenue dans la vie parfaite de quelqu'un d'autre, mais comme la matriarche bien-aimée d'une famille qui a choisi la vérité plutôt que la commodité, l'amour plutôt que le statut et les inlets, autre par-dessus tout. Pour la première fois depuis des années, j'étais complètement, sincèrement, joyeusement chez moi.